Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très heureux de poursuivre avec vous ce cycle thématique consacré à la politique industrielle de Georges Pompidou. Nous avons eu 2 émissions consacrées aux télécommunications et au nucléaire civil et aujourd'hui nous abordons un autre secteur, un secteur qui fait encore le rayonnement de la France, qui est le secteur aéronautique et en tout premier lieu Airbus. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 témoins. Bernard Hezambert, président de l'Institut Georges Pompidou et qui fut conseiller industriel et scientifique de Georges Pompidou. Nous accueillons également comme témoin Gérard Guyot, chef ingénieur navigant d'essai, directeur de ce département à Airbus Industrie, pilote qui a organisé, préparé et réalisé en 1993 le World Ranger, un tour du monde en 48 heures avec l'A340. Et enfin, Marc-Daniel Seffer, économiste historien, spécialiste de l'aéronautique, membre du comité de rédaction de la revue Nacelle, passé, présent de l'aéronautique et du spatial. Alors, pour commencer cet entretien, je vous propose, messieurs, de situer d'emblée l'origine d'Airbus dans un contexte géopolitique et macroéconomique particulier. En effet, dans les années 60, l'État et les acteurs privés semblent suivre et parfois même anticiper l'évolution des relations internationales, des relations transatlantiques, la mondialisation naissante et la construction européenne, avec la prise en compte du marché et de la rentabilité du secteur aéronautique civil. Alors je vous propose, messieurs, de revenir tout d'abord sur les modèles nationaux, en particulier la Caravelle de Sud Aviation, qui ont précédé Airbus. Donc je laisse la parole à monsieur Guyot pour nous dire quelques mots de la Caravelle. Oui, alors nous sommes dans les années 50, qui va voir l'arrivée des premiers avions civils à réaction. Le tout premier a été le De Havilland Comet, qui a été mis en service en 1952, mais qui malheureusement a été très vite un échec, puisque à partir de 1954, à suite d'un nombre d'accidents, on a dû arrêter cet avion, qui en fait n'était pas un véritable long courrier, puisque pour faire Londres-Johannesburg, il fallait 5 escales. Mais enfin, disons que c'était le premier en Europe qui a été en service. Ensuite, Boeing, en 1954, a fait voler l'ancêtre du Boeing 707. Et en France, la direction technique et industrielle a lancé des spécifications qui correspondaient à un avion de 60 passagers qui pouvait aller à 800 km/h jusqu'à Casablanca. C'était ça l'objectif. Et un comité interministériel en 1952, auquel participait Henri Ziegler, qui à l'époque était président d'Air France, a approuvé l'étude de ce type d'appareil et donné des spécifications aux constructeurs, qui étaient la SNKSE, la SNKZO, Breguet et Hurel-Dubois. La SNKSE avait un projet qui était très avancé, qui s'appelait le X210, qui est devenu le S210 Caravelle. Air France, en 1956, commande quand même 24 avions. Et après un premier vol en 1955 de la Caravelle, Air France le met en service en 1959. 278 avions ont été livrés et on ne peut pas dire que c'est un grand succès commercial. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, M. Guyot, parce qu'on voit bien que c'est un avion qui, techniquement, était extrêmement en avance sur son temps. C'est le premier moyen courrier à réaction, avec 2 réacteurs en nacelle. Absolument. Il était extrêmement silencieux et on était très fiers en France. Moi, je me souviens quand j'étais enfant qu'on ait un si bel avion. Malheureusement, vous avez donné les chiffres. Il s'est vendu à peine 300 exemplaires, moins. Alors que son concurrent, le DC-9, qui est entre guillemets une copie de cette Caravelle, lui s'est vendu plutôt 10 fois plus. Et quant au Boeing 737, ils sont vendus encore plus, des milliers d'exemplaires. Donc là, on a une réussite technique, mais un échec commercial. Et on va parler d'Airbus,
on va tirer les leçons de cet échec. La Caravelle, disons, l'entreprise ne s'est pas adaptée, l'entreprise nationale qui fabriquait la Caravelle, donc Sud Aviation, ne s'est pas adaptée aux demandes des compagnies. On n'a pas prolongé et amélioré cet avion pour satisfaire les besoins des compagnies. D'accord, donc en fait, si vous voulez, on est parti donc sur des modèles, au fond, un modèle national, on va dire, de construction d'un produit aéronautique, de l'aéronautique civile. Et alors comment on évolue finalement, on passe à quelque chose de, je dirais, peut-être plus international, peut-être d'abord plus européen. Est-ce qu'il y a eu des petites expériences avant Airbus à l'échelle européenne? Est-ce que vous avez quelques exemples à citer? L'exemple le plus frappant, c'est Concorde, puisque c'est le premier avion qui a été fait en coopération binationale. Et le Concorde a été lancé en 1962 avec un accord gouvernemental qui prévoyait 2 versions, un moyen et un long courrier. Et curieusement, Sud Aviation voulait faire un moyen courrier et les Anglais un long courrier. Ce qui a conduit à beaucoup de retard dans le programme. Ce n'était pas la seule raison, il a fallu aussi refaire 2 fois et demi l'avion qui ne faisait pas les performances. Mais un autre problème d'organisation a été, et c'est ça là où on en a tiré les leçons pour Airbus, c'est qu'il y avait 2 directeurs alternativement. Tous les 2 ans, on changeait de directeur du programme. C'était une fois un anglais, une fois un français. Oui, donc en fait, on était dans une époque où on a essayé de créer une première collaboration binationale, bilatérale, et qui va fonctionner au fond, mais difficile, d'autant plus qu'il y a une politique étrangère industrielle, je dirais, du Royaume-Uni qui est en concurrence aussi avec ses partenaires européens. Voilà, donc je pense qu'on peut peut-être resituer cet enjeu dans une perspective peut-être plus géopolitique, donc Monsieur Seyfers. Alors il y a aussi un aspect intéressant qui est la réflexion commune des Français et des Anglais, c'est pour ça qu'ils ont fait un avion en commun, qui était que pour entrer sur les marchés qui étaient dominés par les 3 entreprises américaines à l'époque, Boeing, Lockheed, Douglas, il fallait faire autrement. Donc sur les moyens courriers, on l'a vu, c'était une réussite technique mais un échec commercial. Et donc l'idée c'était sur les longs courriers faire beaucoup mieux que les Américains. Donc au lieu de faire un avion subsonique, faire un avion supersonique. Mais pour faire cet avion, il fallait énormément de moyens de développement. Donc les 2 grands pays aéronautiques, les Anglais, qui à l'époque étaient plus forts que nous, et les Français devaient coopérer. Donc la coopération était nécessaire, elle s'imposait. Mais comme l'a dit M. Guyot, et il pourra en reparler, elle a été très difficile. Oui, et elle a coûté très très cher. Oui, elle était mal organisée parce qu'il y avait l'esprit national qui prédominait. Ce n'était pas une véritable coopération finalement. Oui, en particulier pour le choix des équipements. Ça a coûté extrêmement cher parce qu'il fallait que la moitié des équipements soient anglais et la moitié des équipements français. Ce qui fait que les choix techniques étaient dictés par le prestige national de chaque nation. Et est-ce qu'on peut dire au fond que cette expérience Concorde sur le plan de la chronologie, vous allez peut-être m'aider à préciser, a aidé à ne pas refaire les mêmes erreurs sur le projet Airbus? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. On savait ce qu'il ne fallait pas faire. Oui. Si je ne me trompe pas, Henri Ziegler, donc qui a finalement permis en partie, évidemment il y a d'autres personnes, la réussite d'Airbus, lui a suivi le programme Concorde, puisqu'il était déjà lancé, mais il était opposé. Oui. Et donc je pense que lui et d'autres ont tiré le bilan à la fois de l'échec commercial de la Caravelle, qui n'était pas vraiment adapté au marché, et puis aux difficultés de la coopération dans le cadre de Concorde. Alors, Concorde n'a pas été une réussite technique, mais c'était une réussite technique, mais pas évidemment une réussite commerciale. Mais ça nous entraînerait trop loin. Oui, donc là c'est un peu le mot-clé, c'est effectivement la rentabilité de l'aéronautique civile. Donc ça va être un point important finalement pour penser Airbus, c'est sa rentabilité. Et alors, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu quels ont été ces débuts, un petit peu du projet Airbus? Donc vous avez parlé de M. Ziegler, donc quels ont été les acteurs? Allez-y. Je pense qu'il y a un point important, c'est l'analyse du marché.
il y a eu une convergence dans les analyses chez les Français, les Anglais, les Allemands, sur les lignes moyens courriers, comme quoi elles allaient devenir de plus en plus importantes et que les moyens courriers, justement, qui avaient suivi Caravelle, étaient de trop petite taille. Et donc, il fallait des avions plus gros porteurs. Donc, ces 3 pays, on pensait qu'il fallait lancer un projet de moyens courriers, gros porteurs pour l'époque, donc 300 places au lieu de 150 places, en gros. Et que ça correspondait aux besoins des compagnies. En gros, c'était une idée commune. Oui, alors en fait, American Airlines, en 1966, ils avaient déjà demandé à avoir un gros porteur bimoteur de 250 places, mais la réponse a été des trimoteurs fabriqués par Douglas et Lockheed. Et ce qui a été, à mon avis, une chance pour Airbus, parce que Airbus, après, a été le premier à faire ce qu'on appelle un wide body, avec 2 moteurs, et à l'époque, les Américains ont dit que Airbus était un petit peu suicidaire de vouloir faire un très gros porteur avec seulement 2 moteurs. D'accord. On voit le résultat aujourd'hui. Oui, et c'est M. Ziegler donc, qui a soumis le premier projet d'Airbus, M. Isambert, en 1969. Comment se présente la situation ? Sur un plan anecdotique, j'étais jeune chargé de mission à Matignon, auprès du Premier ministre, en 68, donc, et j'ai vu débouler, il n'y a pas d'autre mot, dans mon bureau. Il avait ouvert la porte d'autorité, était entré sans me demander mon avis. J'ai vu débouler un monsieur qui avait un carton à dessin sous le bras, et dans ce carton à dessin, il y avait des dessins d'un nouvel appareil. Il m'a dit, voilà, c'est l'Airbus. Et je m'appelle Henri Ziegler et je suis président de Sud Aviation. Alors effectivement, cette entrée en matière a été tellement singulière que je me suis intéressé à son avion et que de fil en aiguille, j'ai tenu une première réunion avec des représentants de tous les cabinets ministériels pour financer cet appareil. Et on a mis en œuvre un système de financement qui a d'ailleurs été attaqué plus tard par les États-Unis, mais enfin, on y reviendra un peu plus tard. Voilà, alors cet appareil était effectivement un court moyen courrier de 270 places. C'était une espèce de compromis entre 250, 300. En tout cas, c'était 270, ça je m'en souviens parfaitement. Et il avait, M. Ziegler, président de Sud Aviation, ingénieur aéronauticien, avait une telle force dans sa conviction et mettait une telle force que je me suis intéressé à son projet, que j'ai fait une note au Premier ministre et puis une note qui est montée au Président de la République. Tout ça a fini par donner lieu quelques mois plus tard, et après l'élection de Georges Pompidou, à un conseil restreint en octobre, je crois, de 2009, présidé par le chef de l'État, ces conseils restreints qu'il affectionnait pour prendre des décisions dans le domaine de la politique industrielle, et dans tous les domaines d'ailleurs, mais plus spécifiquement dans la politique industrielle, parce qu'il en a présidé une quarantaine pendant ces 5 années à l'Élysée. Donc le chef de l'État a tenu une première réunion, et les Allemands étant dans le même état d'esprit de lancer un appareil de cette nature, eh bien un accord franco-allemand a été conclu, parrainé et ratifié à l'occasion de ce conseil restreint par le chef de l'État français avec son homologue allemand. Et c'est ainsi que l'Airbus a commencé à sortir des cartons à dessin. Alors avec des difficultés sensibles. Pour la première raison, c'est qu'il fallait une aile à cet Airbus, et bien sûr on aurait pu la redessiner, apprendre à la faire, mais il y avait une aile toute prête d'un appareil britannique qui convenait, et Henri Ziegler, opportunément, a été passé un contrat pour l'obtenir, mais ensuite elle a occasionné des retards, enfin bref, je ne m'étends pas là-dessus. Et puis il fallait un moteur. Bien entendu, nous donnions nous donnions la priorité à General Electric, parce que General Electric était déjà un partenaire français dans le nucléaire et pouvait l'être sur le futur CFM 56 dont on commençait également à parler. Turboréacteur. Et voilà, qui était le turboréacteur qui pouvait emmener cet avion dans les airs. Donc tout ça a donné lieu à un certain nombre d'échauffourées entre le couple franco-allemand, et les Anglais qui voyaient d'un mauvais œil l'arrivée d'un appareil, alors que battant leur suprématie
importante et qui leur paraissait devoir demeurer. Et puis finalement ils se sont résignés, mais ils ont quand même de façon permanente, même à l'occasion de l'entrée de la Grande-Bretagne en Europe et de l'arrivée de M. Edward Heath comme partenaire de Georges Pompidou au sein de l'espace politique européen, ce qui a même donné lieu à la création d'un appareil anglais qui a finalement été qualifié d'européen après la tout jeune entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe. Elle datait de quelques semaines, parce qu'il avait des réacteurs Rolls-Royce, donc européens. Ouais. Donc on a naturalisé un appareil européen pour ces raisons-là, et ça a permis des échauffourées permanentes. C'est-à-dire que la création de l'Airbus, ça a été un parcours un peu complexe au sein de l'Europe, et il a fallu la persévérance des industriels, et notamment de celui qui menait tout cela, qui était ce fameux Henri Ziegler, et du chef de l'État français, Georges Pompidou, qui suivait toutes ces péripéties et qui envoyait des instructions à ses ministres, me demandait de faire en sorte que, etc. Et voilà, tout ceci, sur plusieurs années, a fini par déboucher sur un Airbus, malgré les attaques européennes dont je parlais, notamment des Britanniques, des Américains qui ont lancé 2 ou 3 projets d'appareils concurrents de l'Airbus, puis de véritables concurrents de l'Airbus. Enfin bref, ça a été Alors, à quoi peut-on attribuer la réussite de tout cela ? Eh bien, au fait qu'il y avait un industriel porteur du projet, responsable, pleinement responsable, et puis un soutien de l'État, ce qui a permis de mettre fin aussi ou d'arranger le problème des taxes d'importation qui s'étaient créées sur ces appareils, sur les financements qui donnaient lieu à des attaques de Boeing contre notre système européen, la situation devant se retourner d'ailleurs quelques temps plus tard. Enfin, tout ça était assez complexe, nécessitait des décisions quasiment hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, sur lesquels Georges Pompidou a joué un rôle important, instruit qu'il était sur tous ces projets concurrents par un certain nombre bien sûr, par ses ministres et accessoirement par votre serviteur. Oui, alors comme vous l'avez défini en 1971, vous avez parlé de guerre économique. On est en pleine guerre économique d'une certaine façon avec ce challenge Airbus, ce défi aéronautique français. Et en fait, la question que j'ai envie de me poser, c'est Airbus européen ou pas vraiment européen, d'abord français, réponse stratégique française à la concurrence britannique et américaine. Est-ce que vous pouvez, peut-être M. Seffer ou M. Guyot, éclairer un petit peu la configuration, parce qu'aujourd'hui, quand on essaie de produire, d'innover et de lancer un produit sur le marché international, on a parfois quelques difficultés et on hérite justement de ces grands projets technico-industriels de l'époque gaulo-pompidolienne. Alors qu'est-ce qui a fait que ça a fait mouche à ce moment-là ? Et est-ce qu'on a un schéma très planifié ou au fond des capacités de synergie entre la direction, le politique, les industriels, l'innovation qui est en cours ? Moi je crois que les responsables de l'époque ont fait preuve de beaucoup de pragmatisme et ont tenu compte des échecs ou des erreurs qui étaient peut-être inévitables, qui avait été le cas des programmes précédents. Et il y avait une volonté politique qui se comprend bien du côté des Français et des Allemands, parce que les Allemands, il ne faut pas l'oublier, n'avaient plus d'industrie aéronautique je ne me rappelle plus très bien, en 58-59, ils ont été autorisés à relancer leur industrie aéronautique. Nous, en France, on avait très laborieusement remis à niveau notre industrie aéronautique, mais tout seul, est-ce qu'on pouvait pénétrer sur les marchés qui étaient détenus par les anglo-saxons, Parce que les Américains dominaient, les Anglais voulaient redevenir numéro 1, aussi numéro 2, comme M. Guillaume l'a évoqué avec le Comet et d'autres projets, et nous, on était un peu les petits poussets. Donc, nous, avec une technique qu'on maîtrisait déjà bien, la preuve Concorde, Caravelle, et Concorde aussi d'ailleurs. Et les Allemands nécessitaient aussi de rejoindre le niveau international. Les Français et les Allemands, on avait des intérêts communs. Et il y avait aussi des raisons politiques, évidemment, ce qu'on appelait le fameux couple
franco-allemand. Bon, par contre, il n'y avait pas de couple franco-anglais, en réalité. Vous l'avez vécu, vous comme acteur, M. Guyot et M. Zanvert. Monsieur Guyot, justement, on parle du couple franco-allemand, et au fond, qu'est-ce que devient par la suite, qu'est-ce qui fait la durabilité, au fond, d'Airbus, vous qui avez commencé chez Airbus en 1973, qui l'avez vu évoluer, se déployer. Est-ce que c'est aujourd'hui peut-être aussi, hein, quelle est la dimension européenne, quelle est la place de la France dans Airbus aujourd'hui? Voilà, La place de la France, elle a été très importante tout au début, puisque par exemple les cockpits, les commandes de vol, c'était de la responsabilité de la France. Mais je crois, si vous voulez, que la réussite d'Airbus, déjà tout au début, c'est qu'on a travaillé comme des commandos. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, moi j'étais ingénieur navigant d'essai, mais Roger Béteil, le directeur technique, m'envoyait négocier des garanties de performance avec des compagnies d'Amérique du Sud ou du Middle East, etc. Et puis, c'est-à-dire qu'on était très peu de navigants, mais on faisait à la fois de la vente et des essais. Donc ça a été quand même très positif. Et donc il y avait un esprit d'équipe formidable, qui perdure encore aujourd'hui. Moi, je voudrais juste dire un mot sur les grands enjeux. Quand même, les grandes données, le grand enjeu, c'était de remonter cette pente par laquelle nous importions 70 à 90 à 80%, voire davantage, de notre matériel aéronautique en Europe à cette époque, au début de cette époque. C'était pas supportable, je veux dire, pour un pays qui voulait se doter d'une politique industrielle et qui voulait rayonner techniquement, technologiquement, scientifiquement, industriellement dans le monde, avec l'appui de l'Europe en cours de construction, mais à la tête d'une espèce de chevauchée fantastique de cette Europe, qui d'ailleurs, d'une certaine façon, s'est créée, puisqu'on est passé de ces 10 à 20% à près de 50-60% quelques années plus tard. Donc il y avait là un pari fantastique, et voilà, il y a eu un homme qui a eu l'audace de le prendre d'une certaine façon en charge. C'est d'abord le général de Gaulle, bien entendu, et puis c'est surtout son continuateur, le Georges Pompidou, plus pragmatiquement, plus techniquement, de façon terre à terre, a bâti cette industrie, a fait qu'on a commencé à rayonner dans le monde. Et aujourd'hui, le marché de l'Airbus, n'en parlons pas, mais je veux dire, il est devenu... Ce que je voudrais dire quand même, c'est que... Deux mots pour conclure. Pour conclure, c'est que le succès d'Airbus aujourd'hui, il est dû aussi à l'innovation. L'A320 en est le meilleur exemple. C'est un avion qui a révolutionné le transport aérien et qui aujourd'hui est le best-seller d'Airbus et même qui bat aujourd'hui Boeing. Oui, pour reprendre ce qui a été dit, c'est vraiment l'esprit commando, la volonté politique au plus haut niveau, des ingénieurs et des chefs d'entreprise extrêmement dynamiques, et puis une capacité à s'adapter au marché et franchir les difficultés. Ça n'a pas été une autoroute, ça a été extrêmement difficile, avec énormément d'échecs aussi partiels, et puis cette politique d'innovation continue qui fait qu'on a créé une gamme la plus complète au monde. Il n'y a pas aucun avionneur aujourd'hui qui a une telle gamme, et en particulier pas Boeing. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cet échange qui a été tout à fait passionnant, qui éclaire mieux les enjeux très contemporains de ce secteur, qui représente quand même un secteur encore très porteur de la puissance française et puis du rayonnement aussi européen, parce que ça a une dimension européenne incontestable. Et nous aurons d'ailleurs très prochainement l'occasion de continuer sur ce secteur aéronautique en évoquant les turboréacteurs CFM international CFM 56, une réussite franco-américaine, exemplaire et de longue durée également. Donc l'aéronautique a été vraiment, je dirais, un aiguillon porteur de la réussite française sur plusieurs décennies. Donc au plaisir de vous retrouver très prochainement sur notre chaîne YouTube.